Je vous remercie pour cette invitation. Vraiment, c'est un honneur de pouvoir présenter en fait le projet de recherche que nous avons mené autour du NanoEMS. Et donc, je vais vous présenter dans un premier temps notre société. Gène Evolution est une société de services pour prévenir en fait les risques cancer, toxiques pour l'ADN et les perturbateurs endocriniens. Donc, cet exercice de présentation ne va pas être très facile dans la mesure où je fais appel à des connaissances scientifiques avec un vocabulaire scientifique assez élevé. Et donc, mon rôle ici est de vulgariser cette connaissance et de le partager au plus grand nombre de tous. Alors, je risque de décevoir les spécialistes qui seraient présents pour cette simplification et par avance, je m'en excuse. Donc, Gène Evolution est un regroupement de deux sociétés. Gène Évolution Prospective et Innovation, donc dédié à la recherche, à l'innovation, et Gène Évolution Testing, qui a une activité réglementaire, c'est-à-dire qui a l'activité, la conformité BPL, et notamment qui est reconnue par la NSM et le GIPC. Donc ces deux sociétés sont regroupées sous la forme d'une holding, et nous sommes jeunes entreprises innovantes. Alors, Gène Evolution est implanté dans la région parisienne. On est sur l'ancien site de Sanofi, le site de Porcheville, hébergé par la société Sequence, qui est un grand de la chimie en France. Nous sommes une équipe, j'aime à dire, de tête chenue, c'est-à-dire nous avons tous entre 25 ans et 35 ans de savoir-faire dans le domaine R&D de l'industrie pharmaceutique. Jusqu'à présent, depuis fin 2017, nous avons réalisé à peu près 170 projets de 7 pays différents, avec une trentaine de clients, avec un indice de satisfaction très, très satisfaisant. Alors, pourquoi cette présentation? Parce que tous les êtres vivants sur notre planète conservent leur patrimoine génétique sous la forme d'ARN ou d'ADN. Alors, ça va du virus, bien évidemment, en passant par le blob, les plantes, les animaux. Et donc, tous les produits peuvent interférer à un moment donné, sous certaines conditions, avec le vivant. Donc, au départ, on a un produit dont les caractéristiques physico-chimiques sont connues. À partir de cette molécule, avec les outils que nous avons, les logiciels, on peut faire la toxicologie prédictive, c'est ce qu'on appelle l'in silico. Ensuite, on peut, avec quelques milligrammes de produit, utiliser ce produit en contact directement avec, en interaction moléculaire avec les protéines, avec les systèmes de récepteurs. En allant un peu plus loin, avec encore quelques milligrammes, voire grammes de produits, on travaille sur les cellules isolées, la réponse in vitro. Ensuite, on peut avoir des réponses, établir des réponses sur des organes, des organismes, et sur les organismes, on va voir la létalité, l'altération de la reproduction, par exemple, dans les perturbateurs endocriniens. Et puis aussi, malheureusement, dans le cas d'altération sévère, on peut aller jusqu'à la mutation, l'extinction d'espèces. Donc là, c'est tout le domaine de la toxicologie en fait, du vivant, de la molécule jusqu'aux êtres vivants. Donc il y a toute une première partie qui est une action initiale, une seconde qui est la réponse du vivant. Et donc tout ça permet en fait d'évaluer les effets indésirables ou les effets néfastes des produits. La maîtrise des dangers, les risques par rapport à ces dangers majeurs, certains, on ne les voit pas immédiatement. Il faut des expositions assez longues. C'est le cas des cancers, des anomalies de développement, les perturbations hormonales, les allergies. Alors, que dit le Code du travail? De façon très schématique, hein, le Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. À ce titre, il doit procéder à l'évaluation du risque professionnel, donc c'est ce que vous faites tous en majorité. Et dans ce cadre, en bon professionnel, vous devez connaître les dangers des produits utilisés ou fabriqués. Alors, c'est fabriqué, ça peut être intentionnel ou non intentionnel. Alors, dans le cas des impuretés, ça peut être intéressant. À ce titre, l'utilisation des outils prédictifs in silico a grandement amélioré cette évaluation. Cependant, ces outils ont encore des limites, notamment lorsqu'on a affaire à un produit qui n'est pas connu, qui n'est pas dans les bases de données. Alors, que faire dans ces cas-là?
Alors, vous connaissez tous la pyramide de Bird, hein, donc par rapport à un accident grave, se cachent des dizaines de milliers de causes latentes qui sont l'origine de ces accidents. L'exposition aux produits, c'est la même chose. Donc, l'ONU, après la guerre, donc, on a décidé, tous les pays, de mettre en place un système de réglementation concernant l'étiquetage des produits. Donc, c'est le Global Harmonisation System de l'ONU. Et donc là, ce qui nous intéresse principalement, c'est cet étiquetage-là, c'est-à-dire toxique pour l'ADN, et les perturbateurs endocriniens en feront bientôt partie. Donc, dans une toxicité, on a des événements primaires toxiques, donc qui conduisent à des effets plus complexes, qui peuvent être des systèmes. Il y a un effet sur la cellule, sur la protéine, sur la cellule, ensuite sur l'organe, sur l'organisme, sur l'être vivant, sur une population. Donc, on a des systèmes qui partent du plus petit au plus grand. Et là, c'est l'exemple, je dirais, de la mutagénèse vers la cancérogénèse. Alors, un des dogmes de la cancérogénèse, donc vous avez au départ une cellule saine, hein, qui va être en contact avec un produit. Ce produit, ça peut être des radiations, ça peut être un produit chimique, ça peut être un virus. Des virus sont aussi cancérogènes, hein, papillomavirus, le virus de l'hépatite C, les bactéries, Helicobacter pylori est à l'origine du cancer de l'estomac, des toxines. Donc ça, ce sont des agents génotoxiques. Ces agents génotoxiques vont avoir un effet direct sur l'ADN et la cellule va être capable soit de réparer, soit de mourir, soit de mal réparer. Donc il y aura une erreur de réparation. Sur cette erreur de réparation, la cellule peut encore mourir, mais elle peut survivre. Et là, on a affaire à des cellules initiées, des cellules qui vont être mutées. Et au fur et à mesure de l'environnement, de la capacité en fait que l'organisme va être capable de répondre à cette agression, avec l'immunité, avec tout un tas de mécanismes extrêmement complexes, on va malheureusement peut-être survenir à l'apparition de cellules malignes et donc d'invasion, de métastases et de cancers. Donc, il y a dans la deuxième moitié du XXe siècle, des chercheurs ont mis au point des tests qui permettent en fait de détecter les agents génotoxiques en se basant sur les recherches faites sur le cancer. Et donc, en fonction des différents modes d'action et des origines du cancer, on peut voir qu'un cancérogène direct ou un mutagène peut avoir une interaction avec l'ADN. Dans quel cas, on a des dommages primaires à l'ADN, et c'est le test du COMET qui a été mis au point dans les années 90. Ensuite, on a des lésions à l'ADN avec des réparations, des systèmes de réparation, notamment il y a les tests de réparation avec l'ADN, et notamment un très ancien test qui a été mis au point par Gary Williams, c'est le test de l'UDS. Ensuite, on aboutit à des mutations. Alors, ces mutations sont intéressantes parce que dans les années 80, donc 70-80, le docteur Bruce Ames a mis au point le test d'Ames. En France, on avait donc aussi notre Bruce Ames, qui était le professeur Dévoré, qui était donc au CEA, qui avait mis au point le SOS Combo Test, mais par des jeux entre pays, ce qui a été accepté au niveau international, c'est le test d'Ames. Et on a aussi le test d'aberration chromosomique, donc un test de cassure d'ADN. Donc d'un côté, il y a les mutations géniques, c'est-à-dire les effets du produit directement sur les gènes. Et de l'autre, on a l'effet du produit sur l'ADN et qui va en fait casser l'ADN, c'est ce qu'on appelle l'effet clastogène. Ensuite, on a d'autres tests qui existent, des tests de promotion, notamment le test de promotion, notamment le test de Trosco, qui était sur des cellules de coopération métabolique, qui a été abandonné depuis, des transformations cellulaires, et puis d'autres tests qui en fait permettent d'aller jusqu'à la tumeur. Donc, pour mettre en évidence la toxicité des produits, il existe des centaines de tests de toxicologie qui sont référencés dans les lignes directrices de l'OCDE.
Et donc, c'est un ensemble de méthodes et d'essais les plus pertinents, agréés internationalement par les pays de l'OCDE et utilisés par les gouvernements pour l'industrie, les laboratoires indépendants, pour déterminer l'innocuité des produits chimiques, des préparations, des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques, des pesticides. Et ce sont des tests qui sont donc utilisés et qui permettent en fait la libre circulation des produits d'un pays à un autre puisqu'ils sont garantis par ces tests. Donc, il existe des tests de toxicologie in vivo, donc avec en grand nombre, donc testés sur les rats, les lapins, les souris, tout un tas d'animaux pour différents types d'expositions. Il existe aussi des tests de toxicologie in vitro, et ils sont vraiment intéressants parce que, notamment pour l'industrie cosmétique qui ne doit plus utiliser d'animaux. Voilà, donc il y a tout un tas de tests qui existent, qui sont reconnus, qui sont validés, qui peuvent être utilisés. Et notamment, donc, on a des tests de mutagénicité et de génotoxicité pour prédire en fait la génotoxicité des produits. Et la génotoxicité, la mutagénicité permet d'orienter, de dire que certainement ces produits peuvent être cancérogènes. Donc, on a le test sur bactéries, le test DEMS, donc c'est la ligne directrice de l'OCDE 471. Donc, on peut utiliser différents types de tests DEMS en boîte de pétri, en milieu liquide, et puis des tests sur cellules de mammifères, notamment pour détecter les aberrations chromosomiques et les micronoyaux. Et par exemple, ici, vous avez ce qu'on réalise au laboratoire, le test sur lymphocytes humains, avec seulement 5 mg de produit. Donc là, je vous décris brièvement la méthodologie du test DEMS. Donc c'est vraiment un test très simple à réaliser. Les bactéries mutées sont mises en culture de façon à en avoir un certain nombre et en phase de croissance, mis en exposition avec un produit. En plus, on rajoute ce qu'on appelle un facteur le S9 mix, qui permet de métaboliser en fait les produits, car les métabolites en fait peuvent être aussi sont aussi des mutagènes, des cancérogènes. Il n'y a pas que le produit directement qui peut être cancérogène, il y a aussi le produit transformé. Donc on met cet ensemble dans de la gélosmol qui contient des traces d'histidine et de biotine, et ensuite on met ça dans des boîtes de pétri et on regarde après. Ici vous avez des colonies qui se développent, qui sont liées à l'activité mutagène. Donc là, le produit n'est pas mutagène. Et ici, vous voyez la quantité de colonies est assez conséquente et donc le produit est mutagène. Et donc vous avez la même chose parce qu'on a dans les années 80, 90, le test de EMS en milieu liquide a été mis au point. Et donc vous voyez ici les puits jaunes, ce sont la mutagénèse a eu lieu, et les puits bleus, en fait, tout est négatif. Et ici, je vous fais voir ce qu'on a mis au point avec Alexandre. Donc, on est en train de travailler, mettre au point la possibilité de faire le test DEMS en qPCR. Donc, vous avez aussi le test de micronoyau. Donc, le test de micronoyau, excusez-moi, la slide est à moitié en anglais, à moitié en français. Donc, ça se réalise soit sur lignée, soit sur 100 total. L'idée, c'est qu'on va exposer des cellules de mammifères au produit et on va regarder si l'ADN casse et forme. Ici, vous avez donc les cellules qui ont été bloquées avec la cytocalasine B au niveau de la multiplication cellulaire. Et ici, donc ici, c'est une cellule saine, donc pas de micronoyau, uniquement de noyaux, qui prouve en fait la division de la cellule. Donc, il faut prouver en fait que la cellule a été exposée et se divise. Et ici, vous avez donc les micronoyaux, donc l'effet clastogène. Et donc là, la coloration qu'on pratique au laboratoire, qui est une double coloration télomère-centromère, qui permet en fait, donc là c'est vraiment pour les spécialistes, de distinguer l'effet anogène de l'effet clastogène avec la présence des centromères ou des télomères des cellules. Donc ce sont deux tests qui sont largement utilisés, notamment dans le cadre de l'industrie pharmaceutique, pour détecter les impuretés qui peuvent être présentes lors du développement d'un produit pharmaceutique. Et là, l'industrie pharmaceutique suit la ligne directrice ICH-M7. Donc ICH, c'est
un comité d'harmonisation de tous les industriels de l'industrie pharmaceutique qui se mettent d'accord sur les procédés à suivre dans le développement des produits, et notamment pour les impuretés génotoxiques, c'est la guideline ICH-M7. Donc, quel est le principe? Donc là, vous avez un chromatogramme, hein, peu importe ce qu'indique le chromatogramme, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui compte, c'est, on suppose ici que vous avez une impureté à paresse. Donc, le rôle de l'industriel au niveau de l'industrie pharmaceutique va être de caractériser le produit, hein, connaître sa structure moléculaire, on ne sait pas, c'est un pic qui apparaît, on ne sait pas d'où il sort, hein, je schématise un peu, mais c'est comme ça. Donc, on réalise avec l'analyste, le chimiste, la structure moléculaire. On réalise l'évaluation in silico. Donc, comme je vous disais tout au début, dans les premières slides, donc on utilise des logiciels de prédiction de toxicité, notamment le DEREC QSA, et donc qui permet de prédire l'effet mutagène ou pas du produit, l'effet cancérogène ou d'autres. Et donc, à partir de là, en fonction de la réponse d'in silico, on devra fabriquer quelques milligrammes, quelques grammes de produits pour l'évaluation de la génotoxicité. Donc, comme vous pouvez le supposer, cette partie-là est vraiment très coûteuse, très consommateur de temps, demande des expertises très poussées. Et donc, ça, c'est vraiment pour l'industrie pharmaceutique. Donc, en plus, il faut que le produit soit avec une pureté, une qualité suffisante de 95% pour pouvoir réaliser les tests de toxicologie et notamment le test d'EMS pour qualifier en fait l'impureté. Est-ce qu'elle est génotoxique? Est-ce qu'elle est cancérogène? On ne sait pas. Donc là, cette diapo résume en fait ce que je viens de dire. Donc, sur la base d'une structure, d'une alerte in silico, soit il n'y a pas d'alerte et comme le logiciel a été validé par la FDA et donc sur la base de 2 logiciels différents, on dit que bon, le produit ne sera pas génotoxique, on est sûr que ce ne sera pas génotoxique, soit il y a des alertes et ces alertes vont conduire à tester sur les tests de DEMS ou du micronoyau la positivité du produit. Alors, le test du micronoyau n'est pas toujours employé. Généralement, on n'utilise que le test DEMS. Hein. Et donc, à partir de là, sur la positivité, on va contrôler le niveau de l'impureté en partant du principe qu'il ne faut pas que les humains soient exposés à plus de 1,5 microgramme par jour d'impureté génotoxique. Hein. C'est basé sur la probabilité de survenue de cancer dans le cadre d'une population normale. Alors voilà, tous ces outils sont appliqués pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie pharmaceutique est bien rodée avec ce système-là. Ça fonctionne très bien. Récemment, il y a eu des alertes d'impureté génotoxique qui ont été décrites, qui ont été mises en évidence pour les sartans, la famille des antihypertenseurs, sur des produits qui ont été fabriqués en Chine. Et donc, ça a bloqué pendant un certain temps la production de ces produits. L'FDA avait donc bloqué ces synthèses. Et donc, si vous aviez besoin de ces produits, certains n'étaient plus disponibles en pharmacie. Donc, ce sont des outils lourds, difficiles à utiliser. Et donc, pour des petites sociétés où, lorsqu'on ne peut pas qualifier l'impureté, on a été amené à mettre au point avec GenEvolution donc le NanoEMS en agar et avec BioMingen avec Alexandre Douablin. Donc, on s'est intéressé à aussi aller un peu plus loin que la méthode en agar et de mettre au point la méthode en qPCR. Donc, je reviens sur le même schéma précédent. Donc, vous avez toujours cette impureté là. Alors, plutôt que de faire tout ce process lourd et coûteux, l'idée est la suivante. Maintenant, avec les outils d'analyse, il est facile de récolter ce pic, le mettre dans une viale et de tester directement. L'idée, c'était ça. On nous a dit, est-ce qu'on peut tester directement le pic? On récolte le pic. Est-ce que vous, GenEvolution, vous êtes capable de tester le pic directement sans savoir ce que c'est? C'était ça le challenge. Et on a relevé le challenge et on a trouvé une solution. Et ça va dans le bon sens. Bon, c'est simple, quand on a affaire à une seule impureté. Mais quand on a affaire à
une quantité d'impuretés invraisemblable, comme ici, il est impossible de isoler, caractériser, tester les pics, comment on fait. Là, il y a un vrai problème. Donc ça, c'est la deuxième partie du problème. Comment faire quand on a un mélange d'impuretés inconnues? Comment les tester de façon simple, peu coûteuse et fiable? Donc ça, c'est l'exemple. Donc c'est une publication qui est réalisée par Benoît Schilter de la société Nestlé. Donc là, vous avez une migration, les migrations de produits liés aux emballages dans les aliments. Et donc, que faire quand vous avez une forêt d'impuretés comme ça, sachant qu'en dessous d'un certain seuil, eh bien, les produits, les tests classiques, les tests standards pour le test d'EMS, notamment le test en agar ou le test MPF ou tous les autres tests qui existent jusqu'à présent, même si le MPF est le plus sensible, ne sont pas suffisants pour pouvoir donner actuellement une réponse fiable pour tester ces impuretés parce que le seuil est trop bas, la quantité est trop faible. Donc, on a mis au point le NanoEMS et là, vous pouvez voir les résultats. Donc là, ici, pour le test d'EMS standard, pour un produit qui est assez connu, hein, une référence connue, l'azide de sodium, hein, qui est utilisé comme contrôle positif dans le test d'EMS. Donc, la dose la plus faible positive dans le test d'EMS, c'est de 5 microgrammes par boîte. Lorsqu'on travaille en système miniaturisé, on peut descendre jusqu'à 2, 1 microgramme. Et puis, pour le test le plus sensible MPF actuellement, on peut descendre à 0,5 microgrammes. Mais nous, donc, avec le NanoEMS actuellement en agar, on descend à 2,5 nanogrammes. Donc, c'est la dose la plus faible qui est capable de donner une réponse positive. La même chose avec le benzoapyrène. Alors, le benzoapyrène est assez intéressant parce que c'est une molécule qu'on peut qui devient positive uniquement en présence de métabolisation. C'est le métabolite qui est mutagène, cancérogène. Donc vous avez 800, 570, 100, et nous pour la TA98, donc une souche dont un mécanisme bien particulier de mutagénèse, on a une réponse à 1 nanogramme. Donc on a trouvé donc avec le NanoEMS en agar un test qui permet de descendre au niveau du nanogramme. Et ça, c'est une condition intéressante pour ceux qui s'intéressent aux impuretés liées aux emballages. Donc, on a été un peu plus loin, toujours plus loin, hein, on ne s'arrête pas. Nous sommes des scientifiques, donc c'est difficile de nous arrêter. Ici, vous avez en comparaison le test d'EMS standard, le mini-EMS, donc la quantité de produits nécessaires pour réaliser, selon la ligne directrice, le test standard sur les 5 souches et puis le temps passé pour chacun des tests. Et donc, avec le NanoEMS en agar, on a seulement besoin de 35 microgrammes donc pour les 5 souches. Hein, ça fait donc environ 5 microgrammes par souche, donc c'est rien du tout. Le temps technicien est très faible. Et puis, surtout, c'est que en analysant directement les bactéries, non pas en comptant les clones de la gélose, mais en analysant directement les bactéries avec l'outil qPCR, on pourrait avoir une technique qui soit complètement automatisable et qui permettrait en fait de tester toutes les impuretés dans un temps absolument très bref. Donc, avec le NanoEMS, on serait 2700 fois plus sensible, avec 10 fois moins de temps, et puis très précis en termes de réponse. Donc, le NanoEMS donnerait un avantage technologique pour le développement des produits au niveau de la R&D, en diminuant le coût de production lors des différents produits, et ce qui permet de dégager une marge plus importante. Alors, avec ces deux tests in vitro à court terme, le test d'EMS et le test de micronoyaux, on identifie une grande majorité des produits cancérogènes. C'est-à-dire que ces produits vont être positifs et donc ça sous-entend qu'il y a une grande probabilité pour que les produits positifs dans les deux tests soient positifs, soient des cancérogènes. Donc l'idée, c'est comme l'a dit Xavier tout au début, c'est cette idée de prévention.
Vaut mieux que prévenir que guérir. Je crois que maintenant on en est convaincu. Donc en réalisant des tests peu coûteux avec des très faibles quantités de produits, on peut prédire la cancérogénicité des produits et éliminer une grande majorité de produits qui peuvent avoir des conséquences redoutables chez les êtres vivants, tous les êtres vivants. On a d'autres tests, donc GenEvolution propose aussi d'autres tests en partenariat avec d'autres sociétés in vitro rapides, peu coûteux, notamment le test du YesYas, hein, donc c'est toujours dans le cadre de la détection des perturbateurs endocriniens. Donc ce test qui est en fait, on passe le produit sur des levures transfectées et ça permet de voir l'effet hormonal du produit, l'effet androgène, oestrogène, agoniste, antagoniste des produits. Donc ça ne prédit pas l'effet perturbateur endocrinien, parce que pour décrire l'effet perturbateur endocrinien, c'est un peu comme l'effet cancérogène. Il faut des effets délétères. C'est comme la mutagénèse avec le cancer. Le produit mutagène n'est pas forcément un produit cancérogène, mais il y a de fortes probabilités pour que ce le soit. Donc, quel risque on prend? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va plus loin ou pas? Est-ce que l'indication permet de dire, bah là, ça vaut peut-être pas le coup d'y aller et puis de mettre les mesures de protection nécessaires? Voilà. Et on a aussi le test du GARD, donc c'est avec la société Senzagen, une société suédoise. Donc c'est réalisé sur des cellules dendritiques humaines avec une analyse en biologie moléculaire de ces cellules. On regarde en fait le pouvoir sensibilisant des produits sur un test in vitro. Donc c'est vraiment très utile pour avoir une réponse en très peu de temps, sans animaux, et relativement peu cher par rapport à ce qui existe in vivo. Et donc, c'est un test qui est en cours de validation auprès de l'OCDE. Donc, je vous remercie tous pour m'avoir écouté. J'adresse mes remerciements à toute l'équipe de GenEvolution, à toute l'équipe de BioMingen, à Alexandre et à son équipe qui fait un travail remarquable. Je remercie aussi la société Xenometrix, la société Nestlé, avec qui on a signé donc ce projet de recherche. Ce projet est ouvert aux sponsors, donc si vous êtes intéressé par ce type de problématique, par les impuretés génotoxiques liées aux emballages ou par la volonté d'avoir des tests qui permettent d'aller plus vite pour déterminer l'effet des impuretés génotoxiques, rejoignez-nous. Je remercie aussi la société Sequence qui nous héberge et qui a cru en nous dès le début, ainsi que Xenometrix, c'est la même chose, ils ont cru en nous dès le début. Grand Paris Seine-et-Oise, car ils nous suivent aussi et ils nous ont apporté beaucoup. Et puis la société Quartz aujourd'hui pour nous accueillir.